résistante. Et moi j'aimerais que, d'ailleurs je me souviens plus, malheureusement j'ai plus les propos qui avaient été tenus à l'époque par le responsable de la commission de sélection de ces femmes justement au Panthéon, mais il y avait l'idée que voilà, on ne pouvait pas faire rentrer finalement une femme qui travaille pour elle-même, peut-être égoïstement, bah oui, ça revient à cette question de l'autorité, de la création, du génie. Alors on peut être un homme, bosser pour sa célébrité, pour se faire connaître, pour sa création et rentrer au Panthéon, mais pour une femme apparemment ça pose encore problème. Et moi voilà, c'est pour ça que bon, être au Panthéon à la rigueur, je pense que Olympe de Gouges, je ne comprends pas qu'elle n'y soit toujours pas. Elle a écrit du théâtre politique, Olympe de Gouges. Bon, à la rigueur, elle est peut-être mieux dans son cimetière à Montauban, voilà, c'est pas bon, mais c'est symboliquement quand même. Qu'on puisse encore, voilà, on fait rentrer les femmes au Panthéon, mais il faut toujours que ce soit des mères courage. Bon, et ben non, on fait rentrer aussi des grands hommes au Panthéon parce qu'ils ont apporté une grande œuvre créatrice, imaginaire, et ben il faut des grandes femmes au Panthéon pour leurs œuvres. Alors par rapport à tout ce qui a été dit, moi, en fait, moi dans mon parcours, il y a eu une double colère. Il y a eu une première colère quand je me suis aperçue que ces créatrices avaient existé, alors qu'on croyait qu'elles n'avaient pas existé. Maintenant j'en ai une deuxième, alors bon, on sourit, on rit, mais j'ai de moins en moins envie de rire parce que plus on travaille sur ces questions-là, et Claire doit le savoir et Hélène aussi avec la danse, maintenant on est en train de passer une deuxième étape qui n'est plus le recensement, mais qui est vraiment la découverte de ces œuvres, d'abord par l'édition, moi je parle pour le théâtre, mais d'abord par l'édition, et puis maintenant par la représentation de ces œuvres, c'est-à-dire qu'on les remet en 3D. Ce sont des œuvres de spectacle vivant qui ont été tellement discriminées, délégitimées, que quand, moi je le sais dans mon parcours de chercheuse et de metteuse en scène, quand on les lit, déjà dès le départ, on a une tonne de poussière dans la tête et de est-ce qu'elle valent le coup, est-ce que j'ai raison, est-ce que ça c'est bien, etc. Et c'est quand on prend le risque de les faire revivre. Mais vraiment, moi quand j'ai monté le Favori de Madame de Villeux cette année, on a l'impression comme ça qu'on a un corps et qu'on est en train de le réanimer, et le cœur recommence à battre. Et les comédiens s'en aperçoivent. Et brusquement, on voit que ces œuvres, elles vivent et elles existent et elles ont du talent, au même titre que celles des hommes. Donc on a une deuxième colère, qui est celle de mais pourquoi on en est encore à devoir se battre pour prouver que ces œuvres ont de la valeur, peuvent nous apporter énormément et méritent d'être représentées sur scène. Donc comment faire reconnaître ce patrimoine, notamment dans la question du spectacle vivant, c'est de ne pas non plus tomber dans le piège en faire uniquement des objets d'étude, mais qu'il faut vraiment leur redonner vie, leur redonner corps et leur remettre en 3D sur les scènes de théâtre, sur les scènes d'opéra, sur les scènes, les CCN, et pas non plus dans des lieux comme ça, un petit peu en dehors, etc. Ils doivent être à la Comédie Française, ils doivent être à l'opéra, ils doivent être dans les CCN, dans les CDN, etc. On fait des énièmes représentations d'une misanthrope de Molière, on a vu, revu, on a des tas d'œuvres à découvrir, et en plus c'est vraiment un enjeu politique aussi pour nous. On travaille pour l'égalité femmes-hommes dans notre société, on la réclame. Et bien, présenter à des jeunes justement une histoire qui est une histoire justement aussi qui est pour eux dépoussiérée, parce que c'est le patrimoine, les œuvres des pères, c'est lourd, ça a des siècles, c'est institutionnalisé, on leur donne à manger ce patrimoine et il faut qu'ils l'ingèrent comme ça, avec ce... Voilà. Et brusquement il y a du matrimoine de femmes qui justement ont été désinstitutionnalisées. Et bien brusquement c'est beaucoup plus léger. Brusquement ils peuvent aussi retrouver un lien avec notre histoire qui est beaucoup plus libre, beaucoup moins institutionnelle, et pour des jeunes je pense que c'est aussi une façon de se réconcilier avec l'histoire, avec l'Ancien Régime notamment, parce que l'histoire elle ne commence pas au 19e siècle, c'est une tendance qu'on a. On a une longue histoire, et il faut que ce patrimoine ce soit aussi une longue histoire, parce qu'elle existe depuis l'Antiquité. Donc voilà, par rapport à la jeunesse, je trouve que c'est aussi un enjeu essentiel, et c'est aussi un enjeu essentiel par rapport à l'Europe. Parce que notre patrimoine a été constitué, je vais parler au XVIIe siècle, parce qu'on avait besoin de constituer une histoire nationale, une histoire patriotique. Et bien justement, nous, puisqu'on commence à construire le patrimoine, on peut construire un patrimoine avec une histoire européenne, c'est-à-dire des Afraben en Angleterre, en Allemagne, en Italie, etc. C'est aussi, puisque c'est une histoire neuve pour nous à construire, c'est l'occasion d'en faire une histoire européenne, et donc là aussi d'être beaucoup plus inclusif.
Voilà, donc comment faire renaître, reconnaître ce matrimoine, c'est monter, jouer les pièces. C'est évidemment les mettre dans les manuels scolaires, hein, c'est apprendre qu'il n'y a pas que Corneille, Racine, Molière, il y en a d'autres. Et quand on a vu des lycéens, des collégiens avec leurs professeurs sont venus voir le favori de Madame de Villieu, et il y a eu un très très bon retour. Voilà, c'est évidemment les remettre dans les dictionnaires. Et là aussi j'insiste, participer